bienvenue pour ce 11e épisode de 3e saison des meet-ups de DevApps. Aujourd'hui, on va avoir 2, 3, 4 sujets différents. On va voir en fonction du temps qu'on passe sur les différents sujets. Une première partie sur les actus. Ensuite, on va discuter alors on verra suivant ce que les gens qui sont là, mais soit sur la gestion de l'évolution des structures des bases de données, soit sur des tests unitaires, soit sur comment on crée de bonnes API REST. Et si on a le temps derrière, on verra un petit aperçu que j'ai regardé rapidement sur Visual Studio Notebook, donc, qui est un nouveau produit qui sera au cœur de Visual Studio Code et qui promet d'être relativement intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs, savoir au niveau de l'utilité de ce produit. Voilà. Donc, concernant les actualités, alors je vais vous partager mon écran. Tac. Alors, il n'y a pas grand-chose sur la partie actualité. Une première chose qui m'a amusé, moi, c'est Microsoft qui donc est toujours en train de développer son WinUI 3, qui fait partie du projet Réunion, qui est en version 0.5. Et attention, on aura la 0.8 pour la build au mois de mai. Et donc, ils se sont aperçus qu'ils avaient oublié un contrôle qui était arrivé avec les Windows Phone, il me semble, qui est le contrôle pivot. Et moi, que je trouvais assez sympathique. Mais bon, ils l'ont complètement oublié à l'intérieur de WinUI. Et donc, ils se sont excusés suite au tollé derrière tout ça, en arguant que, au niveau télémétrie, ce contrôle était peu utilisé par les développeurs. Je ne sais pas si si c'était votre cas ou pas. Je l'utilisais, mais via une bibliothèque WPF privée, non Non officiel. non officielle. Parce que je l'aime bien. Et je le trouve cool. Ouais, c'est vrai moi je le trouve assez bien. Bon, donc, il disparaît avec WinUI. C'est marrant parce qu'ils ont sorti cette annonce-là pile le jour où l'Evergreen, il y avait besoin d'un pivot. Non, c'est vrai. Deux tweets. J'ai vu ça deux tweets à la suite. Putain, ils sont cons, les gars. Je pensais que c'était une blague. Je t'avoue. Puis non, c'était pas une blague. Mais bon. Après, les raisons des télémétries, je trouve ça casse-couille, quoi. Ouais, c'est c'est un peu la solution de facilité parce que on n'a aucune idée de la télémétrie, quoi. Tout à fait. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent à ce niveau-là, quoi. Donc, je vous mets le lien, si ça vous intéresse, si ça vous détend un petit peu. Concernant .NET 6, on a notre preview 2 qui est arrivé, mais c'était au début du mois de mars, où là, il commence à y avoir des choses intéressantes qui arrivent à l'intérieur. Ce qui est drôle, c'est que je trouve que même au niveau des bases classes library, ils arrivent encore à en rajouter des nouvelles. On est 22, presque 20 ans après le début de .NET et on a encore dans les bases library des classes qui arrivent. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'était dans les collections, je crois. Priority Queue, voilà. Donc, bon, je sais pas, ils ont peut-être eu un besoin en interne et ils l'ont rajouté au niveau des bases classes library. Ensuite, Cortana, au cas où vous auriez eu encore envie de l'utiliser, ça sent de plus en plus le pâté pour Cortana. Le sapin, comme on dit. Ouais, ou Mais je sapin. pensais que c'était déjà au sapin, ce truc-là, moi. Ouais, ou alors je sais pas, ça les amuse régulièrement de rajouter l'information comme quoi ça va mourir. Ouais, je vois pas l'intérêt. Bon, après, c'est Marie-Jo Follet, mais je veux dire, attends, c'était quoi cette app? Elle faisait quoi? Parce que même Cortana, là, sur Windows, là, elle sert à quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'utilise déjà? Hein? Ok. Bon. Non. Moi, je la kill à chaque fois parce que quand tu fais Alt-Tab, tu as toujours cette fenêtre Qui apparaît? qui apparaît, qui est chiante.
Bah, ça dépend, c'était juste pour faire le fun avec iOS, quoi. OS Chrome, enfin, je sais plus le truc du micro d'Apple, là. Mais je veux dire, Cortana, la dernière fois que je l'ai vu, c'est quand j'ai réinstallé une surface. Mais voilà, je vois pas pourquoi elle se présente encore à l'installation de Windows. Je m'appelle Cortana, mais ouais, mais t'existes plus, quoi. Et non, non, mais vous savez, si vous avez réinstallé Windows il y a pas longtemps, ça existe toujours, quoi. Mais ça Bah, n'existe que là, Cortana, en fait. en fait, Non, c'est c'est parce une que app dans le store. Cortana, il n'y a pas que la fonction de recherche, il y a aussi d'autres fonctions derrière qui sont utilisées par ce qu'ils appellent le système Cortana. Et Windows l'utilise encore en interne. Nous, on ne l'utilise pas directement, mais derrière, il y a des outils qui utilisent Cortana pour l'utiliser. C'est pour ça qu'il est encore là et qu'ils cherchent à le virer, mais ils ne peuvent pas le faire en un coup comme ça, quoi. Je ne sais Ouais. plus quelle fonction exactement, mais il me semble qu'il y a quelques trucs comme ça. Pourtant, c'était une bonne idée au départ, hein. Je suis d'accord. Ouais. Non, bon, on parle d'intelligence artificielle, tout ça. Ben, dans Windows, il y a même plus ce côté entre guillemets, humain, quoi. Et pourtant, il y aurait de quoi faire des trucs formidables. Ouais, c'est vrai, dans un open space, tout le monde qui dit OK, Cortana, ouvre-moi mon dernier rapport. Ouais, non, mais ça marchait même. Oh non, Ta mais gueule. ça. Est-ce que vraiment ça a marché, ça? Je suis même pas convaincu parce qu'elle reconnaissait notre voix. Donc, bon. Mais je trouve que il y a un truc qui m'échappe d'avoir tué ça parce que, ben, vous savez, enfin, il y a plein de trucs dans Windows où ça aurait été génial d'avoir un assistant au même titre que nous avions les petits, comment ça s'appelait, les agents, les Microsoft agents à l'époque de 1995, ça va des noms, ça. Enfin, les Microsoft agents, vous savez, les petits bonhommes qu'on pouvait changer, les merlins, les trombones, le chien, tout ça. Finalement, c'était un côté humain un peu du système, quoi. Même à l'époque, on avait espoir que c'était bien, ces petits merlins où on demandait quelque chose. Moi, je trouve que ça manque un peu. Et dans un monde où on veut prôner de l'intelligence artificielle, bah, ça manque à Windows. Alors, bon, c'est con parce que manque de Alors, budget. Voilà, comme d'hab. bon, alors, mais je te rassure, alors dès que j'aurai retrouvé ma souris, voilà, Cortana disparaît, mais Alexa est toujours là, et en plus, elle peut vous aider à régler votre clim dans votre Lamborghini. Donc, Ah, ben, c'est super cool. Voilà, C'est super. l'option Bravo. qui me manquait. ah, c'est là. Je suis Non, mais, sauvé. Mais voilà, c'est génial, quoi. Voilà où va le monde. Voilà où va ouais, le monde. voilà. Mais ça me. Quand je vois ce type d'article-là, mais j'ai envie de dire, mais merde, quoi. Ça me fait même pas rêver, quoi. C'est même pas dans les rêves. Mes rêves, ils sont toujours à portée de main, moi. Je suis Tiens, un. Mais ça me casse les couilles de voir ça. Et au même. Enfin, c'est lamentable, pathétique. et dans les trucs pathétiques, c'est le mot qu'on puisse dire, on continue. Il y a Microsoft qui a vendu 120 000 HoloLens. Alors j'ai l'impression qu'ils se sont fait quand même un petit peu avoir au niveau de l'armée américaine parce que ils ont payé ça 22 milliards de dollars. Donc si c'est 120 000 HoloLens, alors j'ai fait le calcul, ça nous fait le HoloLens à 182 000 euros le casque. Alors je sais pas. Alors, Je pense qu'il y a d'autres choses, hein. ouais, voilà. Quand je vois les capteurs là, où ils doivent être un peu plus costauds, ça doit. À mon avis, le matériel n'est pas le même, quoi, au niveau matos pur et dur, quoi. Enfin, j'espère. Sinon, effectivement, Microsoft qui a fait une belle affaire, quoi. Ouais. Non, j'y crois pas. Je crois. Tu vois, ça se voit tout de suite que c'est pas tout à fait le même. Sinon, dans les. Alors, je reviens aux toutes premières previews de Longhorn. Donc, je ne sais plus en quelle année c'était. Longhorn, c'était Putain. 2007, 2008. T'as pas Ouais. ton micro, Patrice? Ah bah oui, c'est plus pratique pour parler. Il marche toujours pas. Bon, enfin bref. Donc, Dunbox qui quitte Microsoft. Alors, ils étaient deux au moment du lancement de Longhorn, si je me souviens bien. Il y avait lui et Chris Anderson. Chris Anderson qui était plus orienté du côté de WPF, de la représentation de WPF, et Don Box plus du côté de WCF. Je crois qu'il s'est rendu célèbre dans une présentation où sur scène il était dans une baignoire. Mais bon, donc je sais pas d'ailleurs, il n'a pas annoncé où il partait, mais bon, c'est une page qui se tourne du côté de chez Microsoft. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, pour ceux qui font du JavaScript, là, j'ai trouvé un article qui est assez intéressant je me souviens plus, sur Machine Magazine. Donc, c'est juste pour ceux qui font du JavaScript.
vous avez tout un tas de références d'outils, de scripts JavaScript petit méchant de base. J'ai trouvé qu'il était assez intéressant. Donc, si vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a plein de micro-librairies qui font moins de 5K, ce genre de choses. Donc, du temps des grosses librairies type Angular qui sont monstrueuses, vous en avez des un petit peu plus légères qui vous permettent de faire des choses relativement simples et assez facilement. Dans la série également des annonces absolument capitales. Donc la build qui est annoncée pour du 25 au 27 mai prochain. Bon, je pense que je ne sais pas ce que vous attendez de cette build, mais je pense qu'ils vont parler surtout de Windows X et puis et sans doute de la prochaine version de Windows 10, donc qui s'appelle, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, c'est Sun Valley, voilà, je pense que c'est un truc comme ça, qui devrait apparaître à la fin de l'année et on nous promet une refonte assez importante de l'interface de Windows. Bon, j'ai l'impression que pour l'instant, il me le calme bien, quoi. Et enfin, la dernière petite info. Alors là, c'est un utilitaire. J'ai vu ça sur Twitter ce matin. Là, c'est David Rousset qui avait publié ça. Donc, c'est un site qui vous indique si votre email ou votre numéro de téléphone a été piraté. Super. Là, c'est vieux, hein. C'est Super vieux? bien, ça. Ah ouais, bah, c'est super vieux. bah, Ça s'est remonté. C'est pas c'est- Firefox qui donne ça aussi Ouais. Et là, c'était remonté En parce fait, que ils ont mis à jour Facebook a avec, eu une fuite. Oui, Voilà. c'est ça. ouais, c'est ça. Il y a eu la grosse fuite de Facebook et donc ils ont mis à jour avec les informations de téléphone parce qu'avant les informations de téléphone n'étaient pas à l'intérieur. Il y a encore beaucoup d'utilisateurs de Facebook? Oui, il y a encore beaucoup d'utilisateurs de Facebook. Ok, non, je sais pas. Donc voilà, bon, c'était un site que je trouvais qui était assez intéressant. Est-ce qu'on Donc avait parlé dans un des meet-ups du projet Réunion? Ouais, oui, un petit d'accord. peu la semaine dernière, pourquoi? Ah bah c'est parce que j'ai pas dû écouter là. Non, bah, de WinUI et Projet Réunion ont plus ou moins enfin, fusionné, puisque WinUI fait partie du projet Réunion. Donc on en avait parlé la dernière fois. Quand il y a la version, la première bêta, j'allais dire officielle, là, c'est la 0.5 du projet Réunion qui est apparue, quoi. D'accord. Et on a la 0.8 qui devrait être annoncée pour la build, qui n'apporte rien de spécial, mais qui serait une fusion, enfin qui serait une correction de bug de la version 0.5. Sachant que projet Réunion, bon, concrètement parlant, pour cette année, je pense que c'est plus ou moins mort et qu'on pourra avoir quelque chose d'utile véritablement à partir de l'année prochaine, quoi, au milieu de l'année prochaine. Ça m'étonnerait qu'on ait quelque chose d'avant, quoi. D'accord. Voilà, donc voilà concernant cette partie actualité. Je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter, parce que pour l'instant, il n'y a que moi qui parle. Il y a la version 1.1 d'Apper qui a été réalisée. Oui, alors toi, tu me reparles d'Apple encore une fois. On avait Ah, parlé ça- du. Blizzard Day? Ouais, du Blazer Day le 17 juin ou pas? Je sais plus. Oui, oui, oui. Ok, on en non, parlait. non, c'était pour au cas où. Sinon, au niveau de la mise à jour des données avec AF Pandit, on va aussi annoncer Windows 95 qui est ouvert prochainement, vu que AF Pandit a été développé il y a quelques années déjà. Alors, en tout cas, en Belgique, ils ont mis en place un système qui est le même, enfin qui est à peu près le même, qui est je suis concerné.be, qui a été développé aussi avec les Hollandais, avec la Hollande, oui, et qui fait la même chose, enfin qui interroge l'API de AveIPond et qui vient à créer une plainte collective au sein de l'État belge et hollandais contre Facebook pour la protection des données. C'est cool. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. Comment je dirais l'évolution des bases de données, puisque ça fait plusieurs sessions qu'on devait en parler.
Donc, c'est savoir si vous avez une base de données, elle doit évoluer au fur et à mesure que votre code évolue. Comment est-ce que vous gérez cette évolution à l'intérieur de vos développements? Est-ce que vous utilisez des outils bêtes et méchants du genre des scripts et vous mettez le script 01, le script 02, etc. et que vous mettez dans le code source avec des alter tables ou ce genre de choses? Ou alors est-ce que vous utilisez des outils un petit peu plus sophistiqués comme les project databases qui existaient dans Visual Studio mais qui n'existent plus, je crois, maintenant? Dites-moi un petit peu ce que vous faites. Rien. Alors moi, j'utilise pas de base de données, donc ce problème est résolu. Tu utilises Ouais. le CSV? Non, c'est tout en mémoire. Ah ouais, c'est vrai, tu me l'avais dit déjà la dernière fois. Ouais. Adrien, tu avais levé la main, je crois. Ouais, moi, ce que j'utilise, mais ça dépend un petit peu de quelle base de données tu veux attaquer. J'utilise le SQL Proj, comme tu l'as proposé, mais il faut savoir qu'en .NET Framework, il y a un projet open source qui a été créé il n'y a pas longtemps par la communauté qui permet de faire la même chose des SQL Proj, mais en .NET Core. Ainsi, ça permet de pouvoir générer un DAC-pack dans un mode Linux ou même un mode Windows. J'essaie de retrouver le lien. Sinon, quand c'est des petits projets, ce que j'utilise, c'est Entity Framework Code First. Je viens utiliser les .NET Migration, donc la command line .NET Migration, enfin .NET EF, tout ce qui est Entity Framework Migration, Update, etc., qui marche super bien, je trouve, en soi. Mais j'ai toujours le contrôle sur le code derrière. Je préfère toujours regarder les scripts qui vont être appliqués parce que simplement, à certains moments, on peut avoir du data lose et ça, j'ai pas vraiment envie d'arriver à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant au niveau de ce qui existe sur le marché, on m'a parlé de Liquibase et Flyway, mais j'ai jamais exploré. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir automatiser à partir dans les différents environnements quand je fais du CD et avec .NET EF, c'est super facile à mettre en place, ou encore avec les DAC-Pack, quand on met ça en entreprise, tu as le fichier DAC-Pack, quand on travaille sur du Microsoft Server, tu es tranquille directement, tu vas comment faire l'application de la migration. S'il y a un problème de conflit ou de potentielle perte de données, tu as des paramètres qui te permettent, dans un premier temps, de dire non, je ne veux pas aller plus loin et je génère un script. Et dans ces cas-là, il y a, pour nous, en tout cas de façon automatisée, il y a un DBA qui vient regarder le script et voir l'impact que ça va avoir. Et soit le DBA rejoue le premier script, mais le premier DAC-Pack, mais avec un paramètre qui vient forcer l'application, ou alors il reprend le script et il le modifie pour convenir par rapport à ce qu'on recherche à avoir. Voilà. C'est un retour d'expérience que j'en ai en tout cas. Ouais. Et sinon De mon côté, .NET EF aussi. Ça fait la base, même s'il y a encore des petits soucis par-ci par-là. Genre, par exemple, si pendant la migration, si ça plante, au final, le rattrapage est entre guillemets assez compliqué. Parce qu'il faut, du coup, tu es obligé de modifier la base à la main. À part ça, ouais, non, retour d'expérience, j'ai déjà fait un truc manuel. Genre, tu as une liste de scripts SQL numérotée. Dans ta base, tu as un petit champ de configuration pour dire quel script tu es. Dans ce cas-là, il va passer tous les scripts qui sont auparavant ce chiffre-là, etc. Bref, bateau, mais c'est tout. Ouais. Oui, parce que, enfin, je sais pas. Moi, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de monde qui utilise les scripts SQL bêtes et méchants, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu la base. J'ai toujours peur, moi, enfin, je suis peut-être un peu de la vieille école, moi j'ai toujours peur un peu des choses automatisées comme ça, surtout sur la base de données où c'est là où il y a véritablement le cœur de métier, quoi. Moi, je faisais ça, mais après, j'ai rencontré Adrien. Et il gère beaucoup d'enfants. Et puis, il m'a tout changé. Mais sinon, c'était comme ça. Et en soi, ce qui est intéressant quand tu fais de l'Entity Framework, maintenant ça dépend parce qu'Entity Framework, tu as quand même les trois modes, tu as le Code First, Database First ou le Mix Mode.
Mais en soi, quand tu fais du code first, que tu es sûr que tu vas avoir un microservice, parce que c'est fort lié au microservice au final, parce que tu vas avoir un service avec sa propre base de données. Mais le code first, c'est assez sympa pour le développeur. Il ne doit pas se soucier de commencer à faire des scripts SQL. Par contre, quand tu as une base de données qui existe déjà, c'est là que ça devient un peu plus compliqué parce qu'au niveau de ton modèle, c'est facile de générer enfin, c'est facile, ça dépend un petit peu les compétences de chacun, mais c'est assez aisé de pouvoir générer un modèle par rapport à ta base de données avec l'aide d'Entity Framework. Mais par contre, si ta base de données change, si tu commences à la partager et que ta base de données change, il faut aussi être prêt à pouvoir le faire. C'est pour ça que Entity Framework, c'est cool, mais ça a ses limitations. Pour moi, je suis vite rentré dans des limitations au niveau de la performance ou au niveau de tout ce qui est ta base de données qui change de statut. Mais moi, au niveau de mon application, les champs que j'utilise n'ont pas changé. Mais Anti-Framework arrive, il dit « Oula, moi, je ne reconnais pas ma base de données, je n'ai pas la même vision de ce que j'avais il y a une semaine. Je plante, je m'arrête là et je ne vais pas plus loin. » Parce que par défaut, Entity Framework est très protecteur par rapport à l'application. Si à un moment, la base de données, enfin, lui, sa notion de base de données a changé par rapport à ce qu'il s'attend à avoir, il va s'arrêter là directement, alors que potentiellement, peut-être que tu ne diras jamais ce qu'il lui a. Enfin, les changements qui ont été faits ne seront jamais utilisés. Et c'est là que je comprends. Moi, j'arrive dans les limitations d'Entity Framework et que je pars vers du Dapper ou App72, je ne sais plus c'est quoi, SQL Data ou je ne sais plus quoi, pour vendre Denis un petit peu. App72.com. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, mais ça dépend toujours ce qu'on veut en faire, ça dépend toujours le business dans lequel on est. Moi, personnellement, je préfère écrire des requêtes en SQL parce que je trouve ça plus performant que de demander à Entity Framework de faire de la description et de commencer. La première chose qu'il fait quand il allume l'application, c'est de regarder au niveau, au niveau des tables si elles existent toujours. Après, on peut toujours refaire de la configuration, mais au final, Dapper, c'est tu ouvres un contexte, tu fais une requête et tu fermes le contexte, alors qu'Entity Framework, il fait lui-même la magie et au niveau de la performance, à certains moments, c'est pas non plus le truc le plus facile. Et quand tu veux faire de la performance, tu vas commencer à aller dans ouvrir le manuel d'emploi d'Entity Framework qui fait plus que le bottin français et commencer à regarder ligne par ligne pour savoir où on en est. Oui, non, mais ouais. Non, conclusion, tu dis vraiment que c'est chiant. Non, c'est super performant si tu veux faire des projets au départ pour faire rapidement des projets. Mais après, quand tu vas chercher de la performance, si tu ne sais pas bien maîtriser Entity Framework, par exemple le ASNO tracking que les débutants n'utilisent pas, le ASNO tracking, c'est le truc où dans Entity Framework, les gens ne connaissent pas forcément, mais dès que tu commences à utiliser, tu vas avoir des différences de performance parce que tu n'auras pas les liaisons entre tes objets base de données et potentiellement le lien virtuel dynamique avec ta base de données. Ouais, mais là tu parles de requêtes plutôt. On s'écarte un petit peu de. Alors, du coup, pour ma société, il y avait une base qui était déjà existante. On a mis en place un Entity Framework. Donc, du coup, on a utilisé du DBFirst, donc juste pour mettre à jour nos modèles. Mais pour question de migration, d'amélioration de la base de données, on a fait un petit exe en C# qui permet de directement lancer des scripts. Et qui lui fait pour sécuriser, on fait des des backups de la base avant de. Et si vraiment il y a une erreur dans le script SQL, on restaure la base. Voilà. Ce qu'on a mis en place. J'aime bien. Mais bon. Ouais. Après, je pense qu'il doit y avoir des outils qui permettent de faire ça, mais avant, quand ils ont codé, les anciens ont fait leur manière. Par contre, du coup, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous voulez faire juste une mise à jour, genre par exemple, je sais pas, modifier le type d'un champ qui n'est pas forcément beaucoup utilisé, mais voilà, vous sauvegardez toute la base. Oui. Ensuite, et si après vous la restaurez, donc même au niveau performance, c'est pas ouf, quoi. Faut choisir ces moments où vous mettez à jour en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, c'est un choix qu'on a mis en place. Ouais, au moins c'est safe. Ouais. Bon, bonjour Denis. On arrive à la fin de ce DevApps, merci. Non, mais en fait, j'ai remarqué que quand Denis n'est pas là, on ne parle que d'Entity Framework. Voilà, oui. Je dis Vous ça, avez parlé je dis d'Entity rien. Framework. Vous avez remarqué que j'ai dit App72, il est apparu. Hein. C'est bizarre. Tiens, Denis, tu voulais en parler, on va passer à la deuxième partie. Les bonnes pratiques concernant les API REST. Ah, oui. Moi, c'est avoir les avis, c'est savoir effectivement, il y a les bonnes pratiques REST, classiques. Il y a plein de détails là-dessus, donc c'est-à-dire en gros savoir quel est le verbe à utiliser, le post, le get, le put, le delete, le patch. Déjà, est-ce que vous utilisez tout? Et l'autre aspect, c'est le statut à récupérer, le 400, 401, 200, 212, il y en a aussi 25 milliards.
Est-ce que vous les utilisez tous ou vous êtes limité? Et voilà. Bon, Tu c'était fous plus tout ça la en question. HTTP post et puis tu fais return ton truc. Et puis tu casses. Oui. Alors techniquement, au départ, ça marche. Hein. Moi, ce que j'ai fait pour comme ça lancer le débat, souvent le get pour récupérer les données, on va dire classique, mais ce que j'appelle des données simples, entre guillemets, parce qu'on est limité, on ne peut pas mettre du contenu dans le body, donc on est obligé de mettre dans la query string, donc on est limité en quantité de données. Donc si on veut faire des recherches style recherche avancée avec plein de paramètres, nous on a pris la décision de faire ça en post, c'est pas l'idéal. Et du coup, on n'utilise pas, enfin ça dépend des projets. Certains projets on utilise le post pour faire des insertions, donc des ajouts de données, et on utilise le put pour faire les mises à jour. Ce qui me dérange dans cette philosophie quand on est en mode web, enfin web API, c'est que on ne sait jamais à quel moment on va faire à la fois la mise à jour et la création des données. Donc dans certains projets, pas tous, mais on est passé sur le put en disant, on fait un put en lui donnant les infos. Si la donnée n'existe pas, donc je fais juste un test sur le serveur en disant, est-ce que la donnée existe? Si elle n'existe pas, je la crée. Si elle existe, je la mets à jour. Donc je fais en gros un insert or update quand on fait un put derrière. Et sur ce genre de projet, je trouvais ça plus facile et on n'a pas eu de problème. Mais je sais que c'est pas standard, compliant et tout ce qu'on veut par rapport au reste. Et donc, du coup, de temps en temps, je me fais taper sur les doigts avec des gens qui ne veulent pas travailler comme ça, alors que moi, j'ai pas eu de problème. Donc voilà. Je sais pas si vous faites du... J'ai remarqué ça avant-hier, là, Denis. Justement, on en parlait là, de tout ça. Il y a Ouais. plein de fois dans mon code où j'ai inversé les HTTP put et les HTTP post. En fait, tu sais, et bon, j'ai pas vu de changement dans mon code. Bah non, techniquement, ça marche. C'est plus des conventions. Techniquement, c'est la même chose. Le put, le post et le patch, c'est exactement la même chose. C'est ça. C'est selon l'utilisation que tu veux en faire derrière, selon ce que ça veut dire en fait. Le patch a une petite différence quand même entre un put et un post. Laquelle? Normalement, tu mets à jour que certains champs, pas tous les champs. Ouais, le par patch, convention. c'est une partie, oui. C'est par Voilà. convention. Moi, je te fais un Oui, put c'est convention, en ouais. faisant une mise à jour que partielle, ou je te fais un patch en faisant une mise à jour totale. Techniquement, Oui, ça marche c'est très vrai. bien. Ouais, c'est ton code derrière. C'est ça. Et, donc, Par et là, contre, c'est encore une fois, c'est ça la différence justement aussi. Faire un patch en faisant une mise à jour partielle, ok, mais ça veut dire quoi partielle? C'est à partir du moment où il te manque un champ. Tu vois, c'est flou, quoi. Les frontières sont toujours assez floues et quand il faut discuter de ça, on est parti dans des discussions pendant 3 jours. En soi, c'est peut-être là où moi je trouve ça intéressant, c'est la partie le REST, le protocole REST, où tu viens définir qu'une URL contient une ressource. J'ai juste une petite remarque. Le protocole REST n'existe pas. Pas le protocole, c'est la. Non, parce qu'on On va changer de norme. sujet là parce que je crois qu'on n'a pas le niveau. on parle entre développeurs là, Adrien. L'architecture pattern REST. C'est mieux. Moi, je trouve que personnellement, il est bien pensé, mais à ce moment-là, on a une réflexion différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire avec demander à un service distant d'exécuter certaines choses. Quand on fait du REST, ben, tu viens à simplement utiliser ton REST comme une façade devant ta base de données, puisqu'au final, un service REST, son but, c'est de dire, voilà, j'expose une ressource, et sur cette ressource-là, tu peux y faire des manipulations. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait du développement informatique, ce qu'on fait, c'est qu'on découple souvent nos différents layers en se disant, voilà, cette partie-là, je sais qu'elle elle va prendre beaucoup de ressources, elle va demander beaucoup de ressources, donc je vais la mettre sur sur un service à part. Et donc, à ce moment-là, on n'est plus dans du REST. On est simplement dans l'exécution découplée de certains services. Et c'est ce que Denis rencontre souvent dans ses projets, c'est que quand il vient questionner des API, c'est pas pour venir simplement enregistrer ça dans une base de données en utilisant le REST, mais c'est en disant, voilà, je vais demander un traitement plus important. Et là, à ce moment-là, le REST n'a pas la même incidence. On n'est pas dans du REST au final. On fait pas du RESTful, effectivement, du SOAP, en respectant toutes les normes. Voilà. Est-ce qu'on peut kicker des gens, s'il vous plaît? Mais justement, j'ai une question par rapport à ça. Qui fait ou qui utilise ou qui applique le RESTful, donc la norme au sens strict? Levez la main, celui qui le fait. Avec les URI. Ouais, avec, quand tu fais un post, tu renvoies l'URI de l'objet de la ressource. Ouais. Ça et c'est déjà quand même utiliser vachement tous chaud, les hein. verbes, faire du patch, du put, du post et tout ce qu'il faut, quoi. Sans parler des verbes des codes de retour HTTP. Hein. Sans parler ça. des codes de retour HTTP. Moi, Non, j'essaie mais d'appliquer plus en fait, le problème du REST RESTful, c'est que c'est les URI qui sont derrière. C'est quand tu viens à faire un post pour créer une nouvelle ressource, tu dois retourner l'URI sur laquelle il peut accéder s'il Ouais, veut je faire un sais. get après. Je sais, mais c'est ça. Parfois, je trouve ça trop compliqué. C'est bien, quand c'est fait, c'est bien, mais il faut le développer. Et donc, moi, je suis pragmatique, quoi. Je le fais à partir du moment où c'est utile. Si je le fais et que personne l'utilise,
bah, je le fais pas. Ouais, voilà. Je pense que c'est vachement utile quand on sait qu'il y a beaucoup de personnes externes qui puissent appeler l'API. Oui. C'est ce que je me dis tous les jours. Donc ça dépend plus de savoir est-ce que c'est des API internes ou utilisables à l'extérieur, quoi. Absolument. Ouais. Et dans ce cas-là, peut-être qu'en interne, REST, c'est pas la bonne solution. Voilà. Tu fais que du Ouais, post, tout à fait. c'est pas Richard. Et si on fait que du post, finalement, est-ce que des protocoles type RPC comme SOAP ou gRPC, c'est pas ça qu'il nous faut? Bah, l'avantage aussi d'utiliser la technologie, justement, REST, c'est qu'au niveau, au niveau quantité des données qui sont échangées, on est au plus light, quoi. Si tu prends WCF, tu t'en prends plein la tête avec ta sérialisation souple, quoi. Ouais. L'avantage, c'est que REST est compatible avec tout, c'est simple d'utilisation, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci d'échange, on va dire, avec cette. Et normalement, tous les développeurs connaissent à peu près la logique REST. Aussi. Oui, Ça- mais c'est une question de développement, enfin de temps de travail pour le réaliser. Tous les développeurs connaissent plus, pour moi, les Web API, le fonctionnement des Web API, des transferts, et maintenant, le détail de la norme REST, moi, j'en connais pas beaucoup qui maîtrisent ça. Ouais, non, qui clairement. Oui, maîtrisent c'est ça à vrai. fond. Mais Ouais, après, Ouais, c'est tout le monde plus sait ce que c'est question un URL shit. après. T'es vite bloqué, quoi. Moi, je le voyais dès le départ. Quand tu veux faire un HTTP Delight, bah, si tu peux rien passer dans le body parce que je fais pas que Delight par rapport à un ID, quoi. Enfin, je sais pas, c'est vachement limité, quoi. C'est là où tu rentres dans la même problématique. Hein. Au final, l'HTTP REST, c'est pas pour exposer des ressources et pour manipuler des ressources et pas pour faire du traitement derrière. Et c'est au niveau de la conception de tes ressources, c'est quel type de ressources tu exposes. c'est C'est une ça. conception qui est super compliquée, quoi. Donc, quand tu J'ai une fais grande réflexion à faire. Hein, ouais. voilà, donc quand tu fais un développement d'une application où tu utilises la technologie des Web API juste pour communiquer entre un client et un serveur, personnellement, pour la part ce qui me concerne, je m'en fous complètement Ouais, c'est des ça. différents protocoles. Et d'ailleurs, pour faire un lien avec la partie présente, vous avez déjà utilisé la partie OData qui permet de faire du sort de REST sur du queryable? J'ai essayé. Ouais. Et au niveau, en fait, si tu n'as pas Entity Framework derrière au niveau de la stack.net, Ah, c'est mort. Hein. Il y a c'est rien mort sur parce que ça prend tellement de trucs à développer. Et j'ai vu qu'ils s'y ont remis, ils avaient arrêté pendant ce temps, à un moment donné. Ça avait été en jachère pendant pas mal de temps, et là, ça y est, ils ont repris les devs dessus. Donc c'est pour savoir si vous avez regardé ça. Non, le problème, c'est que si tu l'exposes ton OData avec tes eQueryable, ça veut dire que ton client il peut faire n'importe quoi sur ta base. Moi, c'est Ouais. ça qui me dérange. Ouais. C'est Et- trop ouvert. Mais déjà, Christophe peut faire n'importe quoi sur sa base de données à lui. C'est là que ça devient dangereux. Je suis sûr qu'il a des index sur toutes les colonnes. Non, j'ai regardé, j'en ai parlé avec lui ce matin, il n'en a pas d'index. Moi, je mets aucun index, moi. Pas d'index, Rien pas à de branler. problème. Rien à branler des index, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Eh, J'ai je pris vous ai mon mis, chronomètre, ça n'a rien fait. si vous avez un compte Purasai, je vous ai mis dans le chat un cours à regarder sur le modèle physique de base de données. Top. Ah ouais. Je rebondis sur le côté get et post, la différence entre les deux, ce qui est plutôt intéressant en soi. C'est que et aussi le pourquoi il n'y a pas de body dans le get. C'est surtout parce que le get est prévu pour pouvoir être cacheable facilement. Quand vous faites une requête get, grosso modo, l'idée c'est que le contenu peut être, tu requêtes un get en continu et potentiellement tu peux le retourner caché et il n'y a pas de souci là-dessus. Alors que le post n'est pas le cas. Donc c'est une convention aussi intégrée par les navigateurs. Donc quand on regarde la doc du REST, c'est marqué dedans. Normalement, les navigateurs sont censés prendre en compte de cette manière-là. Par contre, donc, tout ce qui est post, put, patch, etc., non, il n'y a pas de cache derrière. Le navigateur ne va pas essayer de faire de cache derrière. Donc à chaque fois s'il rappelle 5 fois la même requête post, voilà. Et d'où le fait qu'il n'y a pas de body dans le get, parce que le body, du coup, c'est considéré un peu comme de la donnée qui va changer régulièrement. Et à partir de là, le cache, il n'y a plus aucune raison d'être. C'est pour ça que je mets toujours no cache sur mes API parce que c'est. Voilà, t'en es sûr. Ça vous est arrivé, j'imagine. Vous mettez une API, vous la développez, et puis vous appelez le front, et puis vous changez le back, et puis jamais appelé, vous comprenez pas. Oui. Et vous avez utilisé aussi les e-tags, enfin tout ce qui est header HTTP pour savoir si la donnée a été rafraîchie ou pas. Moi, j'ai Que jamais ce soit pour utilisé. voir si elle a été à jour ou pour de la concurrence optimiste. Non. Non. Ça me dit quelque chose. Il me semble que dans l'ancienne boîte, on l'avait utilisé et on l'a renseigné avec le reversion ID de SQL Server.
Bon, je pense que là où il faut vraiment se prendre la tête, c'est quand on fait des API qui sont exposés entre guillemets au monde entier. Et que vos API, c'est votre produit à proprement parler, quoi. Ou Ouais, quand c'est il y a ça. plusieurs aussi, comment ça s'appelle Plusieurs Clients qui appellent la divisions. web API, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Là, tu dois mettre en place justement un Swagger ou ce genre de choses pour documenter et faire du PDF que tu envoies par mail à tes clients pour qu'ils puissent savoir comment ça marche, quoi. Mais Et même là, on la met pas en direct, hein. Généralement, nous, quand nos clients ils nous demandent de mettre une API, on met de l'API management devant ouais, pour cacher, mettre de Mhm. la sécurité, du throttling, même des fois rediriger vers des API de démo pour pas qu'ils tapent dans la vraie API en fonction de leur licence. Enfin, on la met jamais en direct de toute façon. Et des fois, on met des protections à ce niveau-là, mais pas dans l'API elle-même. tu mets du Kong, du truc comme ça? Ouais, de l'équivalent. Enfin, on utilise beaucoup, nous, dans ma boîte API management, dans Ouais, la couche Azure. Mais c'est comme con, quoi. ouais. C'est sur Azure, ça, c'est bien ça. Ouais, c'est Ouais, sur Azure. La PIM. APIM pour les intimes. Et Ouais, vous ça avez la marche même super bien, la réflexion? PIM. Vous avez la même réflexion donc sur les, on parlait du post, put et machin, sur les statuts de retour. 418. Le Je crois throttling, c'est 500. ça? Non, 418, c'est I'm a teapot. c'est Ah, ça, c'est celle ah, qui veut rien dire. ouais. Et puis la 204 no content aussi que j'utilise. Oui. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Non, c'est le Visual Studio Code Notebook. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Alors, je vais vous partager. Attendez, je vais fermer celui-là. J'en avais entendu parler sur Jupiter, moi. Mais Non, j'ai pas vu ça. qui était fait un Python en plus, je crois, Jupiter. Alors, C'est pas un truc comme Linkpad? Enfin, j'ai vu vite fait des trucs passer. Alors, le principe, il est relativement simple. Effectivement, c'est basé sur Jupiter. Je ne sais pas où il est. Je ne sais plus si j'ai le. Ouais, et je crois que c'est fait un Python, je crois, Jupiter. Ouais, c'est ça. Ou en Java, je crois que c'est l'un des deux. Il me semble que Voilà, c'est Python. c'est un projet open source dans lequel. Ah, il faut installer la Java Machine. Ouais, peut-être si tu veux l'installer chez toi, oui. Sinon, tu peux l'installer, tu peux utiliser. Il y a des sites qui te permettent de pouvoir exécuter tes notebooks dessus. C'est vrai qu'au début, c'est très orienté concernant analyse des données ou ce genre de choses. Et donc, Microsoft a décidé de pouvoir utiliser C# pour ces notebooks. Et donc, si vous allez dans Visual Studio Code, dans les extensions, il suffit de rajouter .NET Interactive Notebook pour pouvoir tester ce principe. Alors, c'est valable aussi bien, là, c'est la version Insider de Visual Studio Code, mais ça marche aussi bien avec la version, j'allais dire, normale de Visual Studio Code. Donc, Ça fait quoi? eh ben, C'est un notebook. c'est un notebook. Ah Voilà. là. Donc, tu peux créer un nouveau notebook. Donc, c'est la ligne de commande, c'est .NET Interactive Create Notebook. Donc, à ce moment-là, il te crée donc, une nouvelle fenêtre dans laquelle tu vas pouvoir rajouter des cellules qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres. Pour l'instant, à l'intérieur de .NET Interactive, on peut mettre des cellules de type code, C# ou alors de type Markdown. Donc, exemple, tu mets hashtag coucou là, voilà, et tu exécutes. T'as oublié le point virgule, Richard. Non, il faut que je dise que ce soit du Markdown. Voilà. Hop. Il passe trop de temps sur Internet, il a oublié que le hashtag, c'est pas dans C#. Donc là, j'ai une cellule, coucou. Bon, elle est pas très intéressante, mais tu peux imaginer de dire compte rendu d'analyse des logs, par exemple.
Et puis après, tu peux rajouter un nouveau Markdown. C'est comme un wiki, quoi. Oui, Bah, en fait, À un moment, ça devient intéressant. C'est quand il va appuyer sur le bouton En fait, ce code. qui est intéressant, ce que j'ai ça. bien compris, c'est qu'il permettait de faire directement des trucs graphiques à partir de code. Ouais. Des statistiques, des tout ça en ouais. fait. Alors après, tu peux rajouter du code. Donc tu peux créer une variable R qui est égale à 4, par exemple. Ça fait un Wikipédia dynamique quoi en soi. 4 fois R, par exemple. Et après, tu fais un display T. Non, Non, console. Ah, ouais. et là, tu as une licence. L'exécuter. J'ai un retour. C'est assez pénible. Et Voilà. c'est Christ. C'est fini, Christophe? Tu appuies sur le micro. Je l'ai muté parce que c'était trop chiant. Parce que je trouve ça chiant ce que tu fais. Donc tu peux rajouter comme ça des C'est du codes. code, Christophe. Ah, c'est ça. Non, mais c'est pas du Blazor pour lui. Bah ouais, voilà, c'est chiant. Là où c'est pas marqué, tu vois, l'extension c'est IPYNB et tant que c'est pas .razor ou .blazor, ça ne lui va pas. Voilà. C'est le 17 juin, sinon Blazor Day 2021. C'est au cas où vous n'étiez pas là au début, hein, Denis? Ouais. Michel, non, Michel n'était pas Non, là. mais j'ai noté la date, on me la rappelle tous les jours. Ok, non, c'est au cas où. Bon, tu peux faire des choses un peu plus compliquées. Ouais. Donc au niveau de tes cellules. Donc tu vois, tu dis, tu as ton interactive, tu as ton setup, et là tu as du code où tu peux référencer des packages NuGet. Donc ça c'est pour OctoKit, c'est pour récupérer les API GitHub sur les stats au niveau des API GitHub. Et ça c'est Exploit Interactive, ça permet de créer des graphiques à partir de ce que tu récupères. Et donc là tu peux créer tu peux donc interroger le client GitHub d'OctoKit. Tu peux rajouter tes credentials avec tes tokens, enfin faire du code comme d'habitude. Et à la fin, tu peux avoir du code vraiment compliqué et qui te sort l'activity dashboard à la fin, c'est-à-dire le graphisme. Ouais, Il est ils veulent bizarre ton réinventer. graphique. Ils veulent réinventer Excel, quoi. Ça fonctionne si tu exécutes tout là? Ou faut un token? Non, il a pas mis le token. Alors, j'ai pas mis de token, ouais. Et Donc, en soi, c'est un peu le même principe. Au quoi. départ, c'est un outil de data scientist au départ. Voilà, à c'est fait. ça. Donc, tu peux imaginer de récupérer, par exemple, tes logs de ton application et pouvoir sortir rapidement comme ça à l'intérieur de ton notebook ce que ça donne, quoi. Ou c'est effectivement pour les data scientists, enfin ceux qui analysent des bases de données, on va dire, les données. C'est juste pouvoir sortir très rapidement des stats de façon graphique, quoi. Mais tu les fais par programmation de toute façon. Pardon? Tu les fais par programmation, ça, les récupérations de ce que tu fais Ouais. du code. Et Ouais. quel est l'intérêt? Je veux dire, tu prends un Razor, tu auras la même chose. Avec Razor, tu as une page, tu fais de la programmation, tu as un résultat HTML ou Markdown, peu importe qui sort. Bah ouais. Parce qu'un data scientist, c'est pas faire du markdown. Et ils font comment actuellement les gens sans ça? Ils font du Excel. Bah alors, quel est le problème? Bah oui, mais ils peuvent pas se connecter dynamiquement, aller chercher des données automatiquement en fait. C'est ça Si, l'intérêt. si, VBA. Ah oui, c'est vrai. Et alors, ça marche pas? Si, ça marche bien. Oui, oui. Alors, pourquoi ils ont sorti ça? Mais j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que Visual Studio Code, c'est gratuit alors que Excel, c'est payant. Ça Ouais, peut être d'accord. pas mal aussi pour faire une démo d'un composant, d'une API ou d'un C'est ce que j'allais package dire. NuGet. Tu files dans le GitHub un notebook où tu as les différentes étapes, ça permet d'avancer, tu peux le lancer, c'est plus sympa que de regarder un Markdown qui est statique. Ouais. Bah, Maintenant, je me nous, on pose l'a la question utilisé si on pour peut autre pas avoir une chose, en intégration fait, directe sur GitHub. C'est exactement la question que je me posais. Savoir si on était capable d'exécuter directement le code, si on publiait le IPINB directement sur GitHub. Ça peut être sympa. Alors, c'est juste un fichier JSON, hein. Ah non, c'est un fichier IPNP. Nous, on l'a utilisé pour faire des checklists. Par exemple, quand on fait une release, on a plusieurs étapes. Il y a des étapes qui sont automatisées avec du code et il y a des étapes qui sont manuelles. On voudrait tout automatiser, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Et c'est. Alors, avant, on l'avait dans une page wiki qui te disait lancer cette commande, etc. Et là, tu peux avoir le code directement et faire un play sur ta partie checklist qui te permet d'exécuter du code. C'est assez sympa. On l'a utilisé aussi quand on run, quand on a les builds sur TeamCity qui vérifie des ReSharper inspection. En fait, il gère un fichier XML. Et quand il y a quelque chose qui a été cassé, il n'y a pas de diff entre les deux fichiers XML. Et avec ça, on a pu l'automatiser aussi. On aurait pu écrire un .NET Tools ou autre chose, mais c'est vrai que c'est assez simple, c'est assez rapide. Mais en soi, normalement, je crois que les notebooks, tu peux les mettre en ligne. Donc, par rapport à ça, tu pourrais donner ça à des gens qui ne sont pas développeurs et de leur dire, voilà, tu fais ça, ça exécute automatiquement le code et c'est hosté par quelqu'un. Je ne sais pas si tu peux l'avoir en ligne, effectivement. Ça, je ne sais pas. Si. Tu as un site, c'est Binder, je crois, où tu peux exécuter ton. D'accord. Ouais. Et ça marche en .NET, avec les notes .NET. Okay. Ouais, avec les nouvelles, les dernières versions. Non, l'intérêt, c'est ici, par exemple, là, j'ai mon API là, qui me renvoie les derniers podcasts. Ça me renvoie le JSON qui est ici et de pouvoir tester, dire si je mets 1, qu'est-ce que ça donne, quoi. Et puis de pouvoir comme ça agir très rapidement. Je dis pas que c'est l'affaire du siècle, hein, mais et puis. Ça peut être intéressant. Comme disait Michel, pour faire des cours en ligne ou ce genre de choses, même si tu veux faire une présentation et tu veux dire, bah tiens, j'ai ce bout de code là qui fait ça, puis une bout de code qui fait là, au final, tu utilises Notebook, c'est très bien pour ça en fait. Et tu as l'éducation dessus, le code en dessous, et voilà. Et en dessous, tu sors les graphes et tu as de jolis trucs à montrer. Ouais. Bon, pour l'instant, moi, j'ai pas vu encore de killer app, de killer application, quoi. Mais bon, ça viendra peut-être, quoi. C'est un outil en plus qui peut avoir son usage. Voilà. Ouais. Donc voilà, bon, c'était juste pour vous montrer un peu Notebook, voir si vous connaissiez. Et toujours intéressant de voir d'autres choses. Non? C'est intéressant à connaître, ouais, non? Voilà. Bien. Tos, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est parce qu'Adrien, il me disait. Non, mais en fait, il me disait. Je vais finir par croire que vous vivez ensemble. Il me demandait lever les mains, qui s'en fout, alors j'ai cliqué sur lever la main. Mais ils ont chacun leur bureau quand même, hein, c'est bien. Un jour, on fera un live ensemble. Ça s'appelle le Blazor Day. C'est le 17 juin, je crois. Ouais, et attention, ça commence vers 16h, hein, 17h. Puisque c'est avec Seattle. Donc. Je suis couché à cette heure-là. Bien, donc, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Moi, j'ai une question. Oui. Il reste 3 minutes, je vais juste poser une question aux gens. C'est qui a un Google Quest 2 ou un Oculus Quest 2 ou 1, peu importe, et quel jeu vous utilisez? Parce que là, je suis nouveau, je viens d'arriver et j'ai l'impression que la bibliothèque, il y a quand même pas mal de jeux, mais j'ai peur de tomber sur des jeux à la con puisqu'il faut tous les payer. Alors, j'ai un Valve Index, mais je peux quand même te conseiller des trucs sur le Quest, s'il y a besoin. Le premier que je dirais, ça va être Loneco. C'est l'un des meilleurs jeux sur côté Oculus, que j'ai pu tester de mon côté, en bidouillant un peu. Mais vraiment, je le conseille à tous côté VR. C'est vraiment une expérience enrichissante. C'est un story game, en fait. Et non, il est vraiment intéressant. À part ça, tu as les classiques Beat Saber, qui est vraiment... voilà. Super Hot, je l'ai fini. Super Hot, ouais, j'ai pas mal aussi. Et c'est pas un jeu porno pour ceux qui ne connaissent pas? Robot Recall, qui est sorti au début de la VR, et pourtant, il est encore super fun à jouer. Ça marche. C'est parce qu'en même temps, avec Christophe, hier, on a passé 1h30 à tester Alt Space VR. C'est un produit qui a été développé par Microsoft et qui permet de pouvoir mettre les gens en mode VR dans un endroit. Et comme si tu étais dans une pièce virtuelle, tu entends les gens qui parlent autour de toi, ou si tu as quelqu'un devant toi, tu as vraiment le son en 360. Et on se posait la question si ce serait intéressant pour le faire pour le Blazor Day le 17 juin prochain. Le 17 juin prochain, ouais, tout à fait, avec Alt VR. D'ailleurs, les casques VR, là, c'est la fin des haricots, je pense. C'est pour tu as dû payer 10 balles, Adrien. Mais je veux dire, un truc qui est tout con. Vous avez sur votre téléphone, votre iOS ou votre Android, des applications qui vous permettent de faire des photos. C'est des panoramas 360 degrés. Donc, vous êtes immergé, puis sur votre téléphone,
Vous pouvez slider. Sur Android, il n'y a pas longtemps, les mises à jour, on pouvait le faire sans application, une application panoramique, mais totale, hein, je parle du 360. Hein. Pas les boules, hein, les petits outils, je ne sais plus le nom, qui font des bulles, là. Pas du tout ça. Hein. Et en fait, j'ai trouvé... Comment on appelle ça? Non, je dis abrège. Et en fait, j'ai trouvé ça débile qu'on ne puisse pas regarder avec un casque VR des panoramiques comme ça, de base. Il y a des applications pour ça. Hein. Ah bah, je pense. Donne-la moi. Ouais, parce qu'ils sont pas en 3D en fait et panoramique, parce que le casque VR c'est de la 3D. Pourquoi sur Facebook on peut voir à l'époque où je regardais Facebook, on avait ce machin là qui existe. Non mais c'est la 3D, Mais c'est pas de la 3D. 3D stéréoscopique. Un casque de réalité virtuelle c'est stéréoscopique, tandis que la VR que tu vois sur Facebook c'est plat. Oui, il faudrait deux caméras, en fait, il faudrait on va qu'ils filment bientôt avec sur deux yeux. Mars, ils sont incapables de sortir ça. Bon, il y a un YouTube 3D comme ça, hein, YouTube que tu peux voir avec la case VR. Moi j'ai déjà fait Parce ça, que tu du peux coup, voir des vidéos YouTube. Il faudrait acheter les cartes board Google pour du coup utiliser ça, quoi. Non, même avec mon casque VR, j'ai déjà réussi à aller voir certaines vidéos YouTube avec un flag VR. Oui, mais il faut aller sur YouTube. Si moi je veux mettre une photo à moi que j'ai prise en 360, on peut pas, il n'y a rien. Je pense que ça existe, mais je ne sais plus comme ça l'application. Je pense pas qu'il a la notion de profondeur. Ah non, tu ne fais que tourner autour, quoi. Oui, voilà. Ah ouais, Par contre, tu as vraiment YouTube VR qui existe où tu as une notion de profondeur dedans. Oui. Sur les vidéos, tu as pas mal de bandes annonces, etc., de films d'horreur, etc. Ouais. C'est vraiment... Ça c'est chouette, ouais. Tout à fait. Bon, c'est bon. 18h00, putain. Pile pour la J'ai essayé de combler jusqu'à 18h pour être dans les temps. Hein. Non, mais Voilà. c'est nickel. Hein. Impressionnant. Donc, la prochaine fois, alors je sais pas, ce sera peut-être pas la semaine prochaine, parce que c'est les vacances. Ah bon? Plus ou moins forcées. On est en confinement. Ouais, on est en confinement, oui. Voilà. Mais de toute façon, parce que la prochaine fois, c'est quand Laurent aura fini son analyse des vapeurs. Voilà, l'année prochaine. Non. Ouais, 2022 quoi. Donc, c'est Laurent qui déterminera la date du prochain meet-up. J'ai trouvé une autre façon pour lui mettre la pression. C'est pas mal celle-là. Je savais pas que l'équipe des Sinon, vapeurs s'était c'est agrandie. Il faut savoir qu'il a le melon maintenant, parce qu'il y a même JetBrain qui met en avant ses articles en disant que c'est des articles absolument extraordinaires sur Dapper, etc. Mais bon, il veut même pas nous en parler, il nous snob. Donc voilà. Ouais. Bien. Sur ces bonnes paroles. Messieurs, dames, bonne soirée et à la prochaine fois. Ciao tout le monde. Salut. Salut, ciao.